Lorsque nous croisons un individu dans la rue, nous pouvons le positionner dans l'espace social. Cette capacité à lire sociologiquement les interactions quotidiennes est qualifiée par le sociologue Erving Goffman de compétence sociale de l'œil. Cette compétence peut être utilisée dans l'ensemble des sociétés, car toute société est pensée comme un espace social, c'est-à-dire qu'il est possible de situer les individus les uns par rapport aux autres selon plusieurs dimensions. Cet espace social est structuré car il est fait de proximité entre certains individus, dans leur mode de vie, leur rapport au monde, leur manière de penser. Bref, d'une homogénéité sociale. Et ces groupes se différencient les uns des autres. Mais ces différences constituent aussi des inégalités. Elles contribuent à une hiérarchisation des individus et des groupes, certains étant plus dotés, plus reconnus, plus puissants que d'autres. Mais quels sont les éléments qui sont pris en compte ? Cette distribution inégale reflète des principes qui varient dans le temps et l'espace. Par exemple, la société dans la France de l'Ancien Régime était une société d'ordre hiérarchisée selon le prestige. Mais comment est structurée la société française actuelle ? Nous verrons qu'il existe une diversité de facteurs de différenciation jouant un rôle important dans la société française actuelle, dont les professions et catégories socio-professionnelles. Mais cette structure socio-professionnelle, depuis la deuxième moitié du XXe siècle, a connu de grandes évolutions, d'où une modification de la structure sociale française. Certains sociologues, comme Karl Marx et Max Weber, ont voulu analyser la société comme une société de classes et de strates, et mettre ainsi en avant certains facteurs plus déterminants. Mais la société française actuelle est-elle toujours une société de classe ? Cette question amène à des débats entre les sociologues contemporains. Tout d'abord, quels sont les facteurs de structuration et de hiérarchisation de l'espace social ? Cette question est une question type dissertation. Ainsi, la réponse sera organisée sous forme de plan, en deux parties avec des sous-parties. Cependant, attention à la formulation de la question le jour du bac. Une réorganisation de ce plan pourrait être nécessaire. Donc, comme toute société, la société française est un espace social structuré par de multiples facteurs. Ceux-ci sont également source de nombreuses inégalités de ressources, de position et de prestige entre les individus, et donc de hiérarchisation. Pour situer socialement un individu et comprendre pourquoi il agit comme il le fait, et les inégalités qu'il peut subir, il faut tenir compte de critères multiples, à la fois socio-économiques et socio-démographiques. Les individus, pour se classer et classer les autres dans l'espace social, utilisent généralement la profession. En effet, elle définit à la fois la place que l'individu occupe dans la société, mais aussi les rétributions symboliques, le prestige, et économiques qu'il en retire. Plus généralement, en sociologie, nous pouvons étudier trois facteurs socio-économiques en lien avec cette notion de profession, pour structurer et hiérarchiser l'espace social. Le niveau de diplôme permettant d'accéder à certains emplois, le revenu tiré de ces emplois, et la catégorie socio-professionnelle qui permet de mieux rendre compte de cette structuration. Tout d'abord, la position socio-économique d'un individu va être déterminée principalement par sa profession. Celle-ci est même fortement déterminée par le diplôme. Ce niveau de diplôme est tout d'abord un facteur de structuration. Plus le niveau de diplôme des individus est élevé, plus ce que Pierre Bourdieu appelle le capital culturel institutionnalisé est important, ce qui va induire des différences de pratiques culturelles et participer à classer et distinguer les individus. Par exemple, d'après le ministère de la Culture en 2018, la moitié des visiteurs d'un musée avaient fait des études supérieures et seulement 8% étaient sans diplôme. Le diplôme permet donc de structurer la société. De plus, le niveau de diplôme est également un facteur de hiérarchisation, car il est source d'inégalités. Il permet d'accéder à des ressources valorisées socialement, mais aussi économiquement. Notamment, il donne un accès inégal aux ressources valorisées sur le marché du travail. Emploi stable, protection contre le chômage, temps plein. Le diplôme est ainsi généralement un facteur d'employabilité. D'après l'INSEE en 2022, 13,2% des personnes sans diplôme étaient au chômage, contre seulement 4,7% des titulaires d'un bac plus 2 ou plus. Mais le diplôme permet également d'accéder aux emplois les plus rémunérés, et donc aux positions sociales valorisées. Ainsi, un autre facteur de structuration et de hiérarchisation de l'espace social peut être le revenu, qui est en partie étroitement lié à la profession occupée, et donc au diplôme. En effet,
les inégalités de revenus sont un facteur important pour hiérarchiser les individus. Le revenu, en tant que ressource sociale valorisée, influence l'accès à divers biens et services, soins de santé, éducation, culture, et procure même un certain degré de prestige et de pouvoir. Il est donc source d'inégalités économiques et sociales. Ainsi, un individu gagnant davantage pourra par exemple dépenser plus pour sa santé, ce qui augmente son espérance de vie, contrairement aux plus pauvres. Le revenu est donc un facteur de structuration, mais surtout de hiérarchisation économique dans la société. Et le revenu découle généralement de l'emploi d'un individu. Ainsi, le niveau de revenu est fortement corrélé à la profession de l'individu. En moyenne, en 2022 en France, le revenu moyen pour un temps plein des cadres est de 4 500 € et de 1 940 € pour les ouvriers, soit plus de 2 fois supérieur. Ainsi, les individus peuvent être hiérarchisés selon leur degré de revenu, généralement lié à leur profession et donc à leur niveau de diplôme. C'est pour cela que l'INSEE utilise les catégories socio-professionnelles pour rendre compte de cette structuration. Pour mieux analyser la structuration sociale, l'INSEE a créé les professions et catégories socio-professionnelles, PCS. Elle cherchait à classer l'ensemble de la population en fonction de leur emploi en un nombre restreint de catégories professionnelles à partir de certains critères. Le statut, salarié ou indépendant, le niveau de qualification, c'est-à-dire le diplôme, le secteur d'activité, primaire, secondaire, tertiaire, ou bien la profession. L'objectif est de structurer la société en 6 groupes d'actifs et 2 d'inactifs, présentant chacun une certaine homogénéité sociale. Par exemple, en 2018, 62% des cadres ont visité un musée au moins une fois dans l'année, contre 18% des employés et ouvriers. Les PCS sont donc de très bons outils pour décrire la structuration. Mais elles permettent aussi et surtout de hiérarchiser les groupes socio-professionnels dans l'espace social. En effet, bien qu'il soit difficile d'établir une hiérarchisation parfaite, il est possible d'ordonner les PCS salariés, puisqu'on observe d'importantes inégalités économiques et sociales entre elles, les cadres étant davantage protégés que les ouvriers et employés dans divers domaines. Par exemple, comme énoncé précédemment, les cadres ont en moyenne un niveau de diplôme et un revenu supérieur aux ouvriers. Cela génère d'autres inégalités, telles que les inégalités d'espérance de vie, ou bien encore de réussite scolaire des enfants. L'activité professionnelle étudiée par les sociologues grâce au PCS permet de faire une synthèse des facteurs socio-économiques, car la catégorie socio-professionnelle découle en partie du diplôme et génère des inégalités de revenus. Ainsi, dans notre espace social, le diplôme, les revenus et la catégorie socio-professionnelle sont des facteurs de structuration et de hiérarchisation. Ces facteurs sont interdépendants. En effet, le niveau de diplôme détermine souvent la catégorie socio-professionnelle et influence les perspectives de revenus. Cependant, les facteurs socio-économiques ne permettent pas une lecture complète de la structure de la société française. Et d'autres facteurs socio-démographiques peuvent être étudiés pour compléter l'analyse. Nous allons dans cette partie nous intéresser à 4 de ces facteurs. Le genre, défini comme l'ensemble des caractéristiques relatives à la masculinité et à la féminité ne relevant pas de la biologie mais de la construction sociale, est un facteur de structuration. En effet, il conduit à catégoriser la population en 2 groupes, masculin et féminin, ayant des pratiques homogènes en leur sein et différenciées entre eux. Selon que l'on soit homme ou femme, les individus n'ont pas les mêmes rôles assignés au sein de la société, du fait de la socialisation genrée. Par exemple, nous pouvons voir que les pratiques sportives sont différenciées selon le genre. Sur la saison 2022-2023, 86% des licenciés dans les clubs de football étaient des licenciés masculins, contre seulement 14% de licenciés féminines. Mais le genre hiérarchise également car est source d'inégalités économiques et sociales. Ainsi, les femmes occupent une position dominée dans de nombreuses sphères de l'espace social. Elles ont des salaires, tout temps de travail confondu, inférieurs de 25% à ceux des hommes. Elles passent 2 fois plus de temps que les hommes à faire le ménage et à s'occuper des enfants. Et elles représentent encore moins de 20% des mères élues en 2020. Ainsi, le genre permet de structurer la société française en 2 groupes aux pratiques différenciées, mais aussi de la hiérarchiser, car il subsiste une société patriarcale où le pouvoir est encore fortement contrôlé par les hommes, davantage que par les femmes.
La position dans le cycle de vie est aussi un facteur de structuration et de hiérarchisation. Nous pouvons répartir la population dans différents groupes sociaux selon leur âge. En effet, chaque tranche d'âge a des pratiques plutôt caractéristiques. Par exemple, les jeux vidéo sont davantage pratiqués par les plus jeunes, tandis que la télévision est davantage regardée par les plus âgés. Mais c'est aussi un facteur de hiérarchisation, car il existe aussi de fortes inégalités en fonction de la position dans le cycle de vie. Généralement, les inégalités sont davantage subies par les plus jeunes. Ils ont moins accès aux fonctions électives. Ils sont sous-représentés à l'Assemblée nationale et au Sénat. Ils ont un patrimoine plus faible. Ils sont les principales victimes du chômage et de la précarisation. Enfin, la parole des plus jeunes n'est souvent pas prise au sérieux, comme nous le montre l'exemple de Greta Thunberg. La position dans le cycle de vie est ainsi également un facteur permettant d'étudier l'espace social. Le lieu de résidence est un troisième facteur de structuration. On parle ainsi des personnes vivant à la campagne, en ville, en centre-ville, en banlieue, car ils auraient des pratiques plutôt communes. Par exemple, certains sociologues étudient les pratiques de vote des Français selon leur lieu d'habitation. On observe notamment davantage de votes pour le Rassemblement national à la campagne qu'en ville. Mais le lieu de résidence détermine également la place dans l'espace social, car il est source d'inégalités. Au sein des villes, il existe une ségrégation spatiale entre les quartiers favorisés et défavorisés. Plus le quartier est favorisé, plus les individus ont accès à des ressources sociales valorisées. Accès au marché du travail, aux services publics, à l'éducation, à la formation professionnelle, à l'offre culturelle, à la sécurité, aux infrastructures, etc., etc. Cette opposition se trouve aussi entre les villes et les campagnes. Ainsi, 5 maires de Seine-Saint-Denis ont déposé un recours contre l'État, car leurs services publics sont de moins bonne qualité, du fait d'un plus faible nombre de fonctionnaires rapporté au nombre d'habitants. Cela est source d'inégalités, car les individus ont un accès à une éducation de moindre qualité, à moins de sécurité par exemple. Le lieu de résidence est donc bien un facteur de structuration, mais aussi de hiérarchisation de l'espace social, avec des lieux favorisés et des lieux lésés. Enfin, la composition du ménage est un facteur de structuration de l'espace social. On parle ainsi de personnes seules, de couples sans enfants, de couples avec enfants, ou bien encore de familles monoparentales. Les couples sans enfants n'ont pas les mêmes manières de vivre que les couples avec enfants par exemple. Mais elle est source d'inégalités économiques et sociales aussi, et donc facteur de hiérarchisation. En effet, selon les caractéristiques de la famille, monoparentale, biparentale, recomposée, et le nombre d'enfants, les individus n'ont pas accès aux mêmes ressources. Pour un même revenu, le nombre d'adultes et d'enfants dans le ménage détermine des niveaux de vie différents. Une famille monoparentale a donc davantage de difficultés économiques qu'un couple avec enfants. La composition du ménage joue donc un rôle significatif dans la hiérarchisation sociale, dans le sens où certaines structures familiales subissent plus d'inégalités. Ainsi, pour étudier la structuration et la hiérarchisation de la société française, nous pouvons utiliser différents critères. Tous ces facteurs socio-économiques et socio-démographiques peuvent être étudiés séparément, mais ils s'entrecroisent au sein d'un individu. Ils sont complémentaires dans l'analyse de l'espace social. Un individu peut cumuler des inégalités du fait de différents facteurs, tels qu'une femme employée en famille monoparentale vivant en banlieue. Mais un individu peut aussi avoir une position valorisée dans un domaine et moins valorisée dans un autre, tel qu'une jeune femme cadre. De plus, ces facteurs peuvent être interdépendants, ils peuvent s'influencer. Par exemple, un niveau de diplôme élevé amène à une profession avec un revenu plus important qui permet d'avoir un logement dans un lieu de résidence favorisé. Inversement, les individus aux revenus plus faibles vont davantage habiter dans des quartiers défavorisés où les infrastructures y sont moins présentes. La hiérarchisation sociale est donc complexe et plurielle. Nous venons de voir qu'il existe une diversité de facteurs, dont les PCS. Mais la structure socio-professionnelle, à entendre comme la répartition des individus en différents groupes sociaux en fonction de leur profession, depuis la deuxième moitié du XXe siècle a connu de grandes évolutions. Cela a modifié par conséquent, en partie, la structure sociale française. Une première évolution est la salarisation. La modernisation des exploitations agricoles, la montée d'entreprises de grande taille, le recul des petits commerces au profit des grandes surfaces,
ont entraîné un déclin des indépendants, des agriculteurs exploitants et des artisans commerçants chefs d'entreprise. Il y a donc eu une forte salarisation de l'emploi, c'est-à-dire une progression de l'emploi salarié. Ces mutations ont également été caractérisées par une tertiarisation des emplois, c'est-à-dire la forte progression de l'emploi dans le secteur des services, santé, commerce, informatique, services aux particuliers, etc. En effet, du fait des progrès techniques et de la concurrence internationale, l'emploi dans le secteur primaire, l'agriculture, et secondaire dans l'industrie, a baissé. Ces gains de productivité ont permis en parallèle une hausse des revenus, et donc de la demande de services. Le secteur tertiaire s'est donc développé. Parallèlement, l'élévation du niveau de qualification de la population active est visible à travers la forte augmentation des effectifs des cadres et des professions intermédiaires. La montée des qualifications apparaît également au sein des métiers d'ouvriers, avec une hausse des effectifs d'ouvriers qualifiés. Attention cependant, la montée en qualification n'est pas généralisée. Les effectifs d'employés non qualifiés ont aussi augmenté, portés par une demande forte pour des emplois d'aide à domicile et d'assistante maternelle par exemple. Enfin, ces évolutions sont allées de pair avec une très forte féminisation des emplois. Bien qu'elles aient toujours travaillé, elles étaient invisibilisées sur le marché du travail. Mais du fait des besoins en main-d'œuvre durant les Trente Glorieuses, notamment dans le secteur tertiaire, et d'une évolution des normes juridiques et sociales, le taux d'activité des femmes a fortement augmenté. Petite parenthèse, cette arrivée des femmes sur le marché du travail ne s'est pas faite de façon homogène. Les femmes sont concentrées dans les métiers du tertiaire, la PCS des employés étant la plus féminisée, 75,6% de femmes parmi les employés en 2022. Elles sont moins cadres que les hommes, 42,7% des femmes parmi les cadres. De plus, elles exercent davantage que les hommes à temps partiel. 81,1% des salariés à temps partiel sont des femmes en 2023. Ainsi, nous avons rencontré une salarisation, une tertiarisation, une élévation du niveau de qualification et une féminisation des emplois depuis la seconde moitié du XXe siècle. La structure socio-professionnelle et plus généralement la structure sociale se sont donc fortement modifiées. Enfin, plus généralement, cette structure sociale a été étudiée en termes de classe sociale. La stratification sociale, c'est-à-dire la manière dont les groupes sociaux sont hiérarchisés au sein d'une société, a fait l'objet d'approches théoriques fondatrices qui ont tenté de l'expliquer en mettant en avant certains critères centraux. Ainsi, 2 sociologues ont consacré une part de leur œuvre à l'étude de la structuration des sociétés européennes traversées par les bouleversements de l'industrialisation au XIXe siècle via la théorie des classes sociales et de la stratification sociale. Les approches fondatrices de Karl Marx et de Max Weber nous éclairent sur les relations, les inégalités et les interactions qui tissent notre société. Selon Karl Marx, la place des individus dans l'espace social dépend uniquement de leur classe sociale. Celle-ci est définie par leur place dans les rapports de production. Dans le mode de production capitaliste, les 2 classes en lutte sont le prolétariat et la bourgeoisie, entendent comme capitalistes. Ce système est caractérisé par l'exploitation des prolétaires, ceux qui ne possèdent que leur force de travail, par les capitalistes, ceux qui possèdent les moyens de production. En effet, la bourgeoisie tire son profit du versement de salaires inférieurs à la valeur des richesses créées par le travail des prolétaires. C'est la plus-value. Les classes sociales reposent donc sur un rapport de domination. Ces groupes sociaux sont des classes en soi, puisque les individus qui les composent partagent des conditions de vie objectives. Cependant, leur rassemblement dans les fabriques amènerait les prolétaires à prendre conscience de leur exploitation, dont ils sont victimes, et de la nécessité de s'organiser collectivement pour y résister. Ils pourraient ainsi développer une conscience de classe et devenir une classe pour soi. Le système capitaliste pourrait ainsi, selon Marx, être renversé par la lutte des classes. L'approche de Karl Marx est donc une approche unidimensionnelle. L'espace social est hiérarchisé entre deux grandes classes sociales centrales selon un critère économique. Il a également une conception réaliste de ces classes sociales. Elles ont une réalité objective et ne sont pas uniquement des catégories construites par le sociologue. Une classe existe en soi et peut devenir une classe pour soi
si ses membres prennent conscience de leur intérêt commun. Enfin, son approche est conflictuelle. Max Weber ne nie pas l'importance de l'ordre économique dans le fonctionnement des sociétés, mais il y ajoute deux autres dimensions. Ainsi, son approche ne se réduit pas aux classes sociales, qui ne constituent alors que l'un des éléments explicatifs de la stratification sociale. Il discerne trois ordres, chacun fondé sur une hiérarchie différente. Chaque ordre est composé d'une continuité de groupes sociaux. Au sein de l'ordre économique, les classes sociales sont des regroupements d'individus qui partagent un même niveau de richesse. Dans l'ordre social, un groupe de statut regroupe des individus en fonction de leur prestige. L'ordre politique constitue la troisième dimension de la structure sociale, dans laquelle se forment les partis, regroupant des individus en fonction de leur niveau de pouvoir. Ces trois hiérarchisations ne se superposent pas nécessairement. Une personne située sur une position élevée de l'une d'entre elles, telle que la classe sociale, aura de fortes chances de l'être également sur les autres dimensions, mais cela n'est pas toujours le cas. Ainsi, l'approche de Max Weber se distingue de celle de Karl Marx, car il propose une théorie multidimensionnelle. La société est hiérarchisée par les classes sociales, mais également par deux autres critères. Dans les travaux de Max Weber, la classe sociale est abordée d'un point de vue entièrement nominaliste. Elle n'existe pas forcément en tant que groupe social réel. Il n'y a pas de dimension identitaire. Le sociologue mobilise ce concept pour rendre compte d'une dimension de la réalité sociale. Ainsi, même si les approches sont différentes pour ces sociologues, la société peut être étudiée comme une société de classe. Ces analyses sont ancrées dans une société industrielle et rendent compte d'une structure sociale différente de nos sociétés modernes. Nous pouvons donc nous poser la question si l'analyse des classes sociales est toujours pertinente aujourd'hui. Pouvons-nous encore hiérarchiser l'espace social en termes de classe sociale ? Cette question est également une question pouvant tomber en dissertation le jour du bac. La réponse proposée est donc organisée sous forme de plan, avec deux parties et des sous-parties. Cependant, attention à la formulation de la question, qui peut vous amener à modifier l'organisation de ce plan. Nous l'avons dit, à partir des travaux fondateurs de Karl Marx et Max Weber sur les sociétés européennes du XIXe siècle, nous pouvons définir la classe sociale comme un ensemble de personnes occupant une même position sociale dans l'ordre économique et partageant des intérêts communs. Karl Marx a une vision plus réaliste de ces classes puisque, selon lui, cette définition répond à la notion de classe en soi. Mais les individus peuvent développer une conscience de classe et ainsi devenir une classe pour soi, en lutte contre les autres classes pour défendre leurs intérêts. Ainsi, existe-t-il toujours des classes sociales ayant une homogénéité sociale, c'est-à-dire des classes en soi ? Et si oui, sont-elles des classes sociales pour soi, dans lesquelles les individus ont un sentiment d'appartenance ? N'existerait-il pas d'autres facteurs de structuration qui auraient remplacé les classes sociales dans notre société actuelle ? Finalement, l'approche en termes de classe sociale est-elle toujours pertinente pour étudier la société française ? Cela fait l'objet de débats. Certains sociologues s'opposent à l'analyse de la société française par les classes sociales, qui auraient en partie disparu et qu'il faudrait remplacer, tandis que pour d'autres, elles seraient toujours présentes et pertinentes pour étudier la structure sociale actuelle. Certains mettent en avant la fin des classes sociales comme critère de structuration, car les frontières se seraient déplacées, ce qui viendrait remettre en cause la définition de classe en soi. La conscience de classe s'affaiblirait aussi, les classes sociales ne seraient donc plus des classes pour soi au sens marxiste. Enfin, le critère économique ne serait plus aussi central qu'auparavant, il pourrait être remplacé par d'autres facteurs. Une catégorie n'a une consistance sociologique que si elle regroupe des individus à la fois suffisamment éloignés des membres des autres catégories et suffisamment proches entre eux. Or, pour certains sociologues, les frontières entre les classes se sont effacées et de nouvelles frontières sont apparues au sein des classes. Certaines analyses insistent sur la tendance à un effacement des distances interclasses entre les classes à partir des 30 Glorieuses, avec la mise en place d'un État-providence, le développement du salariat et des droits qui y sont associés, la croissance économique. On observe un recul des inégalités économiques. De plus, la démocratisation scolaire, le développement culturel de masse, la société de consommation ont été des facteurs d'homogénéisation sociale. Les styles de vie se rapprochent, les distances entre les classes se réduisent.
De ce fait, Henri Mindras montre un déclin des oppositions de classe au profit d'une moyennisation de la société dans les années 70, c'est-à-dire de l'essor d'une grande classe moyenne. Plus récemment, on a également pu observer une augmentation des distances intra-classes au sein des classes, qui remettent en cause l'homogénéité à l'intérieur des classes sociales, l'idée de classe en soi, au cœur de la théorie de Marx. Notamment, les sociologues ont observé un éclatement de la classe ouvrière, classe sociale centrale dans l'analyse de la société comme société de classe. Cela s'explique en grande partie par le développement du chômage de masse, l'exposition de l'industrie à la concurrence internationale et la précarisation croissante des emplois au cours des 30 dernières années, qui n'ont pas touché de la même manière l'ensemble des ouvriers. Par exemple, lorsque l'on compare les ouvriers qualifiés et non qualifiés, on observe qu'ils ne sont absolument pas égaux face au chômage et donc ils n'ont pas des conditions de vie similaires. L'augmentation des distances intraclasses ainsi que l'effacement des distances interclasses viennent remettre en cause la pertinence du concept de classe sociale pour analyser la société française actuelle. Outre les frontières de plus en plus floues, certains sociologues remettent également en question la pertinence des classes pour rendre compte de la société française, car la conscience de classe s'affaiblit. Avec l'individualisation, la conscience de classe se serait affaiblie. Nous pourrions donc observer une baisse de l'identification subjective des individus à une classe sociale. La montée de l'individualisation et le développement de l'autonomie des individus par rapport aux normes et aux valeurs dominantes dans les groupes sociaux. Elle a touché de nombreuses sphères de la vie sociale, famille, travail, politique, religion, et a affaibli la référence aux identités collectives. Dans le monde professionnel, cela s'est traduit par le développement de nouvelles organisations du travail qui ont mis l'accent sur l'individualisation des parcours et la mise en concurrence des travailleurs. Par exemple, nous pouvons observer davantage de primes individuelles versées que de primes collectives. Les individus sont donc plus autonomes dans leur relation au travail, réduisant la conscience d'appartenir à une classe sociale aux intérêts communs. En effet, certaines classes ne parviennent pas à rester des classes pour soi, ayant conscience d'avoir des intérêts communs à défendre. L'identification subjective à une classe est de moins en moins marquée. Depuis les 30 Glorieuses, les individus ont de plus en plus le sentiment d'appartenir à une classe moyenne, qui n'est pas une classe sociale au sens marxiste du terme, ni une classe en soi, ni une classe pour soi. A l'inverse, le sentiment d'appartenance à la classe ouvrière, classe sociale ayant une forte identité de classe, s'est réduit. De plus, l'individualisation du travail a entraîné une baisse de la syndicalisation. Avec les nouvelles organisations du travail, mais aussi la multiplication des emplois précaires, les travailleurs sont davantage isolés et se tournent moins vers les collectifs syndicaux et politiques. Cela défavorise donc la mobilisation des travailleurs comme groupe social. On observe ainsi une forte baisse de la syndicalisation ou bien encore un recul des partis qui défendaient traditionnellement les intérêts de la classe ouvrière, comme le Parti communiste français. Ainsi, l'individualisation, notamment, remet en cause la notion de classe sociale au sens marxiste, car elle fait diminuer le sentiment d'appartenance à un collectif. De plus, elle a entraîné une baisse de la syndicalisation, ce qui défavorise d'autant plus la mobilisation des travailleurs. La société actuelle ne serait donc plus une société de classe pour soi en lutte. Enfin, pour d'autres sociologues, la classe sociale a été remplacée par d'autres facteurs de différenciation. La place des individus dans l'espace social peut dépendre de facteurs qui ne sont pas liés à la classe sociale. La notion de classe, en raison d'une définition centrée sur le critère économique, ne permet pas de rendre compte de la position de certains groupes sociaux. Ainsi, les chercheurs sur le genre montrent qu'il existe des inégalités entre femmes et hommes qui traversent les classes sociales. On peut dégager des similitudes entre les femmes ouvrières et cadres, qui, même si elles sont profondément éloignées en matière de niveau de vie, occupent une position dominée dans les sphères domestiques ou politiques par exemple. Cette prise de conscience d'intérêt commun, selon le genre, a débouché sur des mobilisations collectives non plus basées sur la lutte des classes, mais sur la lutte des sexes. Par exemple, d'après Amnesty International, en 2023, 85% des victimes enregistrées pour violences sexuelles sont des femmes et 99% des personnes condamnées sont des hommes.
Le genre est donc un facteur d'inégale protection face à ces violences et amène à des manifestations pour lutter contre ces inégalités. Nous pouvons notamment citer les manifestations qui ont eu lieu récemment autour du procès de Dominique Pellicot. Autre facteur de différenciation sociale qui transcende les classes sociales, l'origine ethnique. Aux États-Unis, le mouvement des droits civiques a introduit la question raciale dans les années d'après-guerre, en montrant qu'il existait des discriminations spécifiques qui transcendent les classes. En France, ces questionnements sont arrivés plus tardivement, mais ils sont l'objet aujourd'hui de nombreuses recherches. Les pratiques de testing, qui visent à mesurer l'ampleur des discriminations, ont notamment permis de mettre au jour un désavantage important lié à l'origine réelle ou supposée, dans l'accès à l'emploi ou encore au logement. Une approche en matière de classe sociale semble peu pertinente pour rendre compte de la société française actuelle pour certains sociologues, car les frontières se sont brouillées, le sentiment d'appartenance décline et d'autres facteurs permettent d'expliquer les inégalités entre les individus. Cependant, d'autres sociologues ne sont pas de cet avis et pour eux, l'analyse de la société en termes de classe sociale est toujours valide. D'autres maintiennent l'idée de classe sociale en soi, car les groupes seraient toujours différenciés entre eux. La conscience de classe résisterait même dans certains groupes, restant donc des classes pour soi. Enfin, de nouveaux critères sont certes pertinents, mais à imbriquer avec les classes pour étudier la société. La croissance des classes moyennes n'a absolument pas fait disparaître les classes sociales, puisqu'il reste des classes en soi, aux conditions de vie homogènes en haut et en bas de l'échelle sociale. De plus, l'augmentation des inégalités économiques a accentué les distances interclasses. Le monde ouvrier n'a pas disparu puisqu'il représente encore environ un actif occupé sur 5 en France. Et si les employés sont désormais plus nombreux, leur situation tend à se rapprocher de celle des ouvriers, dans leurs pratiques, mais également dans leurs conditions de vie et de travail. Les employés et les ouvriers, notamment les moins qualifiés, occupent les métiers les plus pénibles, les plus dangereux et subissent plus d'inégalités. Faible revenu et patrimoine, risque de chômage et de précarité, faible taux de départ en vacances, espérance de vie en bonne santé plus faible. Employés et ouvriers non qualifiés peuvent donc être regroupés au sein d'un groupe social assez homogène que l'on qualifie de classe populaire. Les distances intraclasses ne sont donc pas accentuées, selon certains sociologues, si l'on recompose ces classes. De l'autre côté de l'échelle sociale, l'enrichissement a été extrêmement important et les classes dominantes n'ont pas disparu. Aujourd'hui, elles restent des groupes relativement homogènes du point de vue de leurs conditions d'existence, aux revenus et importants patrimoine, de leurs conditions de travail et d'emploi, autonomie, faible pénibilité, faible exposition aux aléas économiques, ou encore de leur mode de vie, pratiques culturelles distinctives, parcours scolaire élitiste, recours aux services à la personne, forte mobilité internationale. Ainsi, nous avons toujours des classes en soi, des groupes d'individus homogènes qui n'ont pas connu de grandes distances intraclasses. De plus, entre ces classes, les inégalités se sont accentuées. Ainsi, nous observons une augmentation des distances interclasses économiques. Les inégalités entre les plus riches et les plus pauvres se sont accentuées. Il existerait donc toujours des classes en soi au sens marxiste, et certaines d'entre elles seraient également des classes pour soi. Si elle s'est affaiblie, l'identification à ces classes sociales n'a pas disparu pour d'autres sociologues. Certaines classes sociales, en soi, lors d'événements, deviennent des classes pour soi. À l'occasion de certaines mobilisations collectives, les catégories populaires ont défendu leurs intérêts communs. L'identification à la classe sociale est donc toujours d'actualité. Par exemple, le mouvement des Gilets jaunes est un mouvement porté en grande partie par les classes populaires qui, plus généralement, ont protesté contre la hausse du prix des carburants qui les touche directement dans leur vie quotidienne et ont ensuite élargi leurs revendications à la lutte contre les inégalités qu'ils subissent. Mais les travaux sur les classes dominantes, réalisés par Michel Pinson et Monique Pinson-Charlot, montrent que la classe sociale qui semble avoir le mieux conservé sa conscience de classe aujourd'hui est la bourgeoisie. Si l'on reprend la définition de Pierre Bourdieu, ce sont les groupes sociaux qui occupent une position dominante dans l'espace social en raison de la possession d'un volume important de capital sous ces 4 formes: économique, culturel, social avec un fort réseau de relations et symbolique avec un fort niveau de prestige.
Aujourd'hui, elle reste un groupe relativement homogène du point de vue de ses conditions d'existence et de son mode de vie. Mais cette classe sociale est également une classe pour soi, car elle a conscience de cette homogénéité et déploie des stratégies pour préserver leur entre-soi. Ils partagent des lieux de résidence inaccessibles aux autres catégories sociales et leur capital social est essentiel pour préserver l'avenir matrimonial. Organisation de rallye mondain pour éviter les mésalliances et professionnel pour leurs enfants. Par exemple, les habitants du 16e arrondissement de Paris, issus de cette bourgeoisie, se sont mobilisés face à un projet d'installation d'un centre d'hébergement de sans-abri dans leur quartier. Étudier la société française actuelle sous l'angle des classes sociales semble donc toujours pertinent puisqu'il existerait toujours des classes en soi et pour soi dans la société. Enfin, d'autres facteurs de différenciation sont à prendre en considération mais à combiner avec les classes sociales pour réellement comprendre les rapports de domination dans la société. La classe sociale ne suffit pas à rendre compte de la stratification sociale pour certains sociologues. Mais cela ne signifie pas pour autant qu'elles ne permettent plus de la comprendre. Les inégalités ne sont pas unidimensionnelles et il faudrait articuler différents cadres d'analyse. Il est tout d'abord possible d'articuler le genre et la classe sociale pour étudier la société française. Par exemple, les femmes les plus aisées ont pu externaliser les tâches domestiques en faisant appel à des salariés. Cela leur a permis de réduire les inégalités au sein du couple et ainsi de s'investir davantage sur le marché du travail. Cependant, la réduction de ces inégalités de genre dans les couples aisés ont laissé place à davantage d'inégalités entre les femmes de différentes classes sociales. En effet, ces tâches externalisées sont finalement toujours massivement réalisées par des femmes, et ces emplois sont faiblement rémunérés. Ainsi, pour comprendre la structuration de la société et les inégalités subies par les individus, il est intéressant d'articuler la classe sociale et le genre. Plutôt que de se demander si la classe compte plus que les autres facteurs, les sociologues utilisent le concept d'intersectionnalité. Il permet de montrer que c'est l'imbrication de ces différents facteurs qui explique la position sociale et les rapports sociaux. Les inégalités sont cumulatives et cela ne signifie pas que l'approche en matière de classe sociale soit dépassée, mais que la stratification de la société est un phénomène multidimensionnel. Par exemple, en 2019, des femmes de chambre de l'hôtel Ibis Batignolles de Paris ont été en grève pour dénoncer leurs conditions de travail. Ces femmes ont en commun différents facteurs qui peuvent expliquer les inégalités qu'elles subissent. Elles exercent une profession d'employés peu qualifiés et à temps partiel, donc peu rémunérés. Ces métiers sont majoritairement occupés par des femmes. Enfin, leur situation pourrait aussi s'expliquer par leur origine. Venant toutes d'Afrique, elles ont peu de connaissances sur la législation française, ce qui expliquerait leur exploitation d'après Rachel Keke, une des leaders du mouvement. Les classes sociales sont donc toujours pertinentes pour étudier la structuration et la hiérarchisation de la société française, mais elles sont à étudier conjointement avec d'autres critères tels que le genre ou l'origine ethnique. L'intersectionnalité permet ainsi de rendre davantage compte de l'espace social français. Ainsi, la société est structurée et hiérarchisée à partir de différents facteurs. Des facteurs socio-économiques et des facteurs socio-démographiques. Parmi ces facteurs socio-économiques, nous avons les PCS, qui permettent de nous rendre compte de la structure professionnelle. Celle-ci a connu de nombreuses évolutions depuis la moitié du XXe siècle. La salarisation, la tertiarisation, la hausse du niveau de qualification et la féminisation. Enfin, pour étudier la société française, nous pouvons utiliser le concept de classe sociale, concept notamment théorisé par Karl Marx et Max Weber. L'approche en termes de classe sociale pour rendre compte de la société française a fait l'objet de débats.